Bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 mai, nous allons commencer le journal du jour en parlant de la révolte qui gronde contre le général Mbappé. Le petit peuple est en train de se révolter contre son leader suprême. Alors évidemment, je dis ça avec un grand sourire, je plaisante. Vous connaissez le style de la maison, je suis pas du genre à taper gratuitement sur Kylian Mbappé, je m'en suis même fait plutôt l'avocat au cours de ces derniers mois. Mais force est de constater que l'on juge Kylian Mbappé coupable ou innocent. Il est en train de devenir un problème du côté du Real Madrid. Ses défenseurs diront qu'il est le bouc émissaire d'une presse rageuse, ses critiques diront que c'est un problème partout où il passe, mais en tout cas, ça mérite qu'on l'évoque parce qu'aujourd'hui, ça commence à devenir le centre d'actualité du côté du Real Madrid. On ira ensuite du côté de la Première Ligue, où on a eu deux matchs particulièrement intéressants, dont un extrêmement décisif. Celui qui était décisif, c'est celui de Manchester City. Dans le cadre de la course au titre, ils affrontaient Everton. On avait un match entre Forest et Chelsea, et les Blues ont à nouveau chuté. On parlera de l'avenir d'Alfonso Moreira, j'en disais le plus grand bien hier, j'en dirai le plus grand bien aujourd'hui. Et puis la dernière news est savoureuse, on va parler de droit TV de Ligue 1, un sujet qu'on a souvent évoqué. Mais alors là, je vais faire un truc de youtubeur, je vais vous dire restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir un truc exceptionnel. Je dis pas ça pour que vous restiez jusqu'à la fin, vous me connaissez, je le dis jamais. Mais là, il y a des chiffres d'estimation qui sont tombés. Et j'ai dû les relire plusieurs fois parce qu'au départ, je pensais que je m'étais planté tellement ils sont dramatiques. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Mbappé est devenu l'ennemi public numéro 1 du côté du Real Madrid et là où c'est fort, c'est qu'il est même pas sur les terrains, il est blessé, mais alors il y a un consensus qui est en train de se créer. On a la presse espagnole qui tape sur Kylian Mbappé, on a les supporters espagnols qui tapent sur Kylian Mbappé, on a même les coéquipiers de Kylian Mbappé qui envoient des messages en mode vague posting sur les réseaux sociaux avec un Bellingham qui met une photo du vestiaire, question de sous-entendre qu'ils sont une équipe, avec beaucoup de compliments auprès de Vinicius Junior qui commence à faire naître quelques interrogations, mais surtout il y a un bruit qui s'élève de plus en plus fort, que vous estimerez justifié ou non, c'est un appel au départ de Kylian Mbappé. Mbappé il est actuellement blessé, il est actuellement en phase de récupération, mais il est en vacances et ça a fait énormément polémique. Ce qui est assez marrant, c'est que cette polémique, elle est fondée et infondée. Elle est infondée parce que on va reprocher à Kylian Mbappé des vacances qu'il a été autorisé à prendre par le Real Madrid. Il n'a pas fait ça de son côté, on sait que Militao et Thibaut Courtois se retrouvent dans les mêmes situations, mais dans le même temps, ce qu'on reprocherait à Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, selon le journal L'Équipe, c'est le fait d'avoir absolument aucune discrétion et qu'il se rend pas compte de l'impact médiatique que ça peut avoir, et son image est catastrophique à cause de ça notamment, mais j'ai envie de dire que Courtois et Militao, je pense pas qu'ils sont autant chassés par les paparazzis que Kylian Mbappé. Mais en attendant sur les terrains, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, il y a eu un match du Real Madrid, une victoire avec un doublé de Vinicius Junior, Kylian Mbappé était absent, et ce doublé finalement il a fait mal parce que face à l'Espagnol, tu t'es rendu compte que oui, le Real Madrid était capable de faire de bons matchs sans Kylian Mbappé. Alors de mon côté, je dois avouer que j'ai comme tout le monde des reproches à faire autour de Kylian Mbappé, mais est-ce que j'en fais l'alpha et l'oméga des problèmes du Real Madrid ? Non. Comment Mbappé peut retourner son image ? C'est la question à 1 milliard d'euros aujourd'hui. À mon avis, c'est pas qu'à travers des bons matchs, parce que des bons matchs, il en a fait auparavant, c'est en faisant briller ses coéquipiers, et surtout, c'est en faisant un truc qu'il va pas pouvoir faire avant longtemps, apporter des titres au Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a ces polémiques, c'est parce que ça se passe mal au Real Madrid. T'aurais remporté la Liga, t'aurais remporté la Ligue des Champions. Évidemment, tout le monde n'évoquerait pas ces sujets. Ce serait vraiment quelque chose d'anodin. Ce serait simplement des feux de paille, des tempêtes dans un verre d'eau, des trucs réservés aux rageux. Mais là, étant donné que le Real Madrid traverse une période compliquée, il faut chercher des coupables. Et à tort ou à raison, apparemment, le coupable tout désigné, c'est Kylian Mbappé. Le 9 le plus décisif de la saison d'Arsenal, ce n'est pas cette fraude de Gyökeres, c'est un Français, il s'appelle Barry et il joue à Everton. Alors évidemment, je plaisante, Gyökeres n'est pas une fraude, Barry est peut-être pas le 9 le plus décisif de la saison d'Arsenal, mais il reste un joueur extrêmement important pour les Gunners puisqu'il a inscrit un doublé avec Everton face à Manchester City, un doublé synonyme de match nul pour les Citizens et un match nul pour les Citizens qui est synonyme d'espoir de titre de la Première Ligue pour Arsenal.
d'Arsenal et les joueurs d'Arteta. Alors concrètement, ce match, ça a donné le score suivant, un 3-3 extrêmement disputé. Voici les compos qui étaient alignés. Alors les choses sont simples à analyser. Barry entrant et double buteur, c'est un des grands hommes du match. Du côté de Manchester City, on va retenir Jérémy Doku, qui est un joueur que j'adore, d'ailleurs je le dis pas assez souvent, mais il est double buteur et c'est un des grands talents générationnels de la Belgique. Il va être à observer durant la Coupe du Monde et je trouve qu'il a une capacité à faire des déséquilibres absolument majeurs. Et malheureusement pour Manchester City, il y a un autre homme qui ressort, c'est Guéhi, qui fait un bon match, mais c'est pas pour ça qu'on va le retenir, c'est pour une erreur de relance absolument apocalyptique qui aura peut-être de lourdes conséquences puisqu'elle donne directement un but. Et ce but, comme vous le savez, il donne peut-être beaucoup de choses du côté d'Arsenal. Sur la prestation globale, au cours de ce match, j'ai trouvé que la domination de Manchester City en première mi-temps était absolument indécente, mais comme je le dis souvent, dominer n'est pas gagner. Et là, tu t'es rendu compte qu'il te manquait ce petit côté tueur. Ryan Cherki, qui est souvent la source de lumière dans l'entrejeu de Manchester City, a été ici pas trop inspiré, il a eu beaucoup de déchets. Au milieu de terrain, Bernardo Silva a été relativement insipide, et en fait City a pas été impérial devant, et ils ont pas été impérial en défense non plus. T'as manqué d'un Rodri pour être un régulateur de jeu, et les conséquences au classement, les voici. Nous avons donc Manchester City qui a un match de retard, mais aussi 5 points de moins qu'Arsenal. Même en cas de victoire du prochain match, Arsenal garde 2 points d'avance. On peut ajouter une différence de but de 4 en faveur des Gunners par rapport à City. L'espoir est à nouveau permis pour Arteta. C'est un gros coup qui va dynamiser les joueurs d'Arsenal pour cette fin de saison, et c'est bien dommage pour Manchester City. Les supporters de Chelsea ont le blues déprime, Chelsea, est-ce que vous avez le jeu de mots? Bon, je retourne à mon taf, moi, mais en tout cas, défaite de Chelsea à domicile, 1-3 face à Nottingham Forest, une défaite qui est vraiment synonyme de problème pour les Blues, étant donné qu'il y a une série de matchs qui est absolument catastrophique, que Rosenior n'est plus là pour servir de fusible, et qu'en plus, comme vous allez le voir, c'est loin d'être le meilleur Nottingham Forest que tu as affronté. Les compositions vous permettent de voir qu'il y a eu une rotation de folie du côté de Forest. C'était quasiment une équipe intégrale de remplaçants, l'occasion pour Awoniyi de briller. Il a mangé ses adversaires au duel, mais alors du côté de Chelsea, il y a des choses à dire et elles sont pas positives. On peut évoquer le cas de Cole Palmer. Il n'a pas réussi à transformer son penalty, mais il n'a pas réussi grand chose au cours de cette rencontre qui a été incroyablement brouillonne. C'est le joueur talentueux par excellence du côté de Chelsea. T'attends de sa part des grands matchs dans ce genre d'occasion et il a été complètement absent. On peut parler également de notre français Malo Gusto qui provoque un penalty de façon complètement débile en tirant un maillot parce qu'il est dépassé, et ça symbolise un petit peu tout ce Chelsea qui derrière a un gros manque de fiabilité, qui devant n'a pas réussi à faire les différences et qui finalement se retrouve comme être un bateau à la dérive sans capitaine. Les stats vous montrent une équipe qui aurait pu avoir un résultat face à Forest, mais McFarland sur le banc, il n'a pas donné de structure claire. On a l'impression que cette équipe n'a pas de leader, n'a pas de cap, et la série a commencé à être complexe. Chelsea est actuellement 9e de Première Ligue, c'est absolument catastrophique. Tu peux te dire que tu peux être content du début de saison parce que sinon les derniers matchs c'est un rythme de relégable, c'est foutu pour la C1, la Conference League est à 3 points, l'Europa League est à 4 points, mais alors vu la dynamique actuelle, dur d'être optimiste pour Chelsea. La meilleure opération du mercato estival de l'Olympique Lyonnais va se poursuivre. Je parle évidemment d'Alfonso Moreira qui va prolonger d'une saison supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'en 2030 selon le journal L'Équipe. Et c'est un gros coup parce que ce joueur, s'il a brillé au cours du match du week-end dernier, c'est aussi un joueur qui nous signe une saison qui est absolument exceptionnelle. Il a signé en provenance du Sporting cet été pour 2 millions d'euros, une somme relativement mineure, mais en même temps, si on regarde sa petite fiche de carrière, il signe plus en provenance du Sporting B que de l'équipe première, étant donné qu'il a joué très peu de matchs avec l'équipe A. À 20 ans, c'était pas forcément déconnant. Il fait quand même partie des joueurs qu'on peut considérer comme ayant percé sur le tard, puisqu'il arrive pour 2 millions d'euros. Et aujourd'hui, le journal L'Équipe nous parle d'une valorisation aux alentours de 40 millions d'euros. Donc c'est vraiment un changement de dimension. C'est un joueur qui peut être convaincu par le fait que l'Olympique Lyonnais va jouer une Coupe d'Europe et peut-être même la Champions League. C'est un projet dans lequel il arrive bien à se développer et sa saison est vachement intéressante
intéressantes. Déjà statistiquement, 8 buts et 10 passes décisives, c'est pas rien, mais attention aux 35 matchs en termes de temps de jeu, en réalité, c'est seulement 23 matchs. Il n'a pas été titulaire en début de saison, il a été un petit peu blessé, donc c'est incroyablement prometteur pour lui. Je suis vraiment curieux de voir la suite, mais quelque chose me dit que ça peut faire partie des profils qui vont énormément compter pour Lyon au cours de ces prochaines saisons. A votre avis, combien va toucher en droit TV le champion de Ligue 1 la saison prochaine? Je préfère vous le dire, le chiffre est choquant et c'est moins que ce que vous pensez, même si vous avez conscience du désastre qu'est Ligue 1 Plus pour l'économie de la Ligue 1. C'est 11,7 millions d'euros de droits TV domestiques. Oui, moins de 12 millions d'euros. On a un journal L'Équipe qui nous fait un beau petit article là-dessus. Alors avec 12 millions d'euros, si le PSG est champion, par exemple au hasard, je prends une équipe qui a quelques chances d'être champion la saison prochaine, ils pourront même pas payer 1/5 du montant de transfert qu'ils ont déboursé pour Zabarni. C'est pour vous montrer un petit peu le côté lunaire. Et si on regarde les montants de droits TV de la Ligue 1, on se retrouve avec quasiment autant de droits à l'international que de droits domestiques. Alors attention, les droits internationaux de la Ligue 1 sont souvent critiqués car ils sont très faibles, donc l'anomalie c'est bien la faiblesse structurelle de Ligue 1+. Et encore là c'est du brut, il faut retrancher les charges, ce qui fait que tu te retrouves avec une misère. Et vous voulez savoir ce qui est le pire dans cette situation, c'est que ça, c'est l'hypothèse optimiste. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est les chiffres projetés. Si Ligue 1+ arrive à avoir 1,5 million d'abonnés la saison prochaine, ils en ont actuellement 1 million. Donc c'est une sacrée augmentation, 50% d'abonnés en plus pour arriver à cette misère. Donc autant vous dire que Ligue 1+, c'est un formidable produit pour essayer de revaloriser la Ligue 1, mais alors en attendant que tu arrives à refourguer ce produit Ligue 1 à un autre diffuseur, ça va rapporter que dalle. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi nous ferons l'avant-match de Bayern-Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on va avoir un match à la hauteur de la rencontre de la décennie qu'on a eue la semaine dernière ? Je l'espère, mais de mon côté, j'attends pas un match aussi bon. On va être honnête, le principe du match de la décennie, c'est quand même que tu as relativement peu de chances de retrouver une rencontre de cette qualité par la suite, mais cette fois, on a un scénario qui va se conclure. On va savoir si c'est le PSG ou le Bayern qui est qualifié, et rien que pour ça, quelque chose me dit que ça va être un match à pas manquer. En plus, il y a des questions de joueurs qui n'ont pas exactement la même forme, d'absents. Il y a beaucoup de choses qui tactiquement font que ça va pas être la même rencontre que le match aller, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce match. Rendez-vous aux alentours de 17h, kiffez bien votre journée, salut!